Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Charles? Oui, très bien. Et voilà, la magie non pas de la télévision, la magie de la chaîne Twitch RMC Sport. Écoutez, bienvenue sur notre nouveau rendez-vous week-end rugby. Tous les jours de match de l'équipe de France de rugby, eh bien, on va analyser ensemble à la fois les matchs du 15 de France, le match du 15 de France ce soir, France-Uruguay, qu'on vivra ensemble à partir de 21h, et également tous les matchs du week-end, c'est-à-dire demain, le match de la Nouvelle-Zélande face à la Namibie, les matchs de samedi et les matchs de dimanche, avec notamment un Australie-Fidji. C'est bien, il y a du monde, je suis content. On a Al Cordier qui est évidemment dans le chat, on a Alan Brunch, on a Bamblil. Le match est à Lille en plus. Alors après, on va filer à 20h, on aura terminé, ne vous inquiétez pas. Bon, je suis très content de vous revoir, messieurs. Je vais vous représenter rapidement et rappeler évidemment à tout le monde que Week-end Rugby et Lundi Rugby sont toujours invaincus, puisque le RC Vannes a obtenu, le scénario du match est un petit peu bizarre, mais a obtenu match nul sur la pelouse de Béziers. Joe, capitaine de Hier Carqueiranne, en 3e division française, c'est-à-dire en nationale. Vous jouez qui samedi? On joue contre Blagnac. Défaite interdite, t'en es conscient? Bah oui, pour continuer l'invincibilité de Week-end Rugby, il faut. Hein. Ah bah, sinon, en plus, on va avoir un Cyril Blanchard insupportable. Qui va dire que c'est la faute de Carqueiranne. Bon, on lui remontera la dernière touche quand même de Vannes pour avoir son débrief. Est-ce que vous avez déjà les compos? On est jeudi, le match est samedi. Vous connaissez déjà la compo ou pas, les gars, de votre compo? Bah, on commence à avoir une petite idée quand même de l'équipe qui se dégage pour ce week-end, mais on n'a pas encore eu la compo officielle pour le moment. Bon, normalement, t'es toujours titu. C'est pas parce que les copains sont allés gagner à Massy que tu vas faire un tour par le banc, ou t'es en danger, Joachim Beaumont? Bah écoute, ils ont tous fait des gros matchs à nos postes, donc bon, logiquement sur ce match, je devrais jouer, mais il va pas falloir qu'ils reproduisent trop souvent de bonnes prestations comme ils ont fait le week-end dernier. Et on est évidemment en compagnie de Charles Brousse, joueur professionnel, passé par l'UBB notamment, et actuel joueur de Hier Carqueiranne en national. Charles, c'est ta 2e avec nous, tout va bien? Tout va très bien, impeccable. Ravi d'être avec vous. T'es inquiet un petit peu des prestations des copains, toi, à Massy? Parce que gagner à Massy, honnêtement, avec un peu de turnover, j'ai envie de dire, vu que vous n'étiez pas titulaire, tu sens la pression à l'entraînement, le 12 qui prend ta place, ça commence à avoir les dents longues ou pas? Inquiet, non, c'est pas le mot, plutôt content, parce que la saison est très longue et on sait que c'est un groupe de 40 qui compte et qui fait qu'on peut espérer quelque chose à la fin de la saison. Donc plutôt très content pour l'équipe et plutôt fier de leurs résultats la semaine dernière. Bon, voilà un discours de joueur de rugby plaisant. C'est compliqué de dire le contraire, parce qu'en plus, vous retrouvez le replay de l'émission juste après sur YouTube. Donc si jamais il commençait à mettre des pièces aux équipiers, ce serait peut-être un peu compliqué. Je vous rappelle évidemment qu'on suivra ensemble le match France-Uruguay à partir de 21h ici même. Messieurs, le programme est chargé. Je vous propose donc qu'on attaque dès maintenant avec l'actu du mondial. Et on a eu pas mal de nouvelles, notamment la blessure du côté des Sud-Africains de Malcolm Marx, considéré par beaucoup comme l'un des tout meilleurs talonneurs au monde, un joueur qui fait partie de la colonne vertébrale de cette équipe sud-africaine. Joe, on avait déjà la blessure de Eben Etzebeth, ça commence à faire beaucoup pour les Sud-Africains? Bah ouais, là franchement, je trouve que c'est un coup encore plus dur qu'Etzebeth, dans le sens où Marx, quand même, déjà sur les phases statiques, que ce soit touche et mêlée, c'est quand même un très très gros client, et aussi sur le nombre de ballons qu'il arrive à gratter par match, qui est quand même assez incroyable. Je pense qu'il doit faire partie des 5 meilleurs gratteurs au monde là, à l'heure actuelle. Il arrive à sortir l'Afrique du Sud de situations un peu compliquées sur ce genre d'action assez régulièrement. Donc ouais, franchement, c'est un très gros coup dur, parce que derrière, ils vont devoir faire rentrer Douéba. Et bon, Douéba, en termes de lancer, c'est quand même pas du tout la même
la même sérénité et la même propreté, quoi. Est-ce que je lance Charles Brousse sur un ancien joueur de l'UBB? Si c'est ancien, peut-être qu'il va pouvoir dire ses vérités. Joseph Douéba, c'est, on va dire, le numéro 3 dans la hiérarchie sud-africaine. Pour l'instant, il n'a pas été rappelé, mais c'est sûr que c'est une possibilité. Charles, c'est une grosse perte, Malcolm Marx, évidemment, pour l'Afrique du Sud. Et qu'est-ce que tu penses de son remplaçant potentiel? On en reparlera un peu, Joseph Douéba. Ouais, bah c'est comme a dit Joachim, hein, c'est une très grosse perte pour eux. Et Douéba, ça reste un bon joueur, mais effectivement, il a des gros problèmes de lancer en touche. Il est beaucoup moins régulier que ce soit Marx ou Bonambi, le numéro 2 actuel en Afrique du Sud. Donc c'est un vrai handicap pour eux parce que ils perdent un joueur de classe mondiale et derrière, ils n'ont pas la profondeur de banc nécessaire pour pouvoir trouver un remplaçant du même niveau, du même standard. Alors, il se dit que potentiellement, il n'appellerait pas Joseph Douéba, qu'il continuerait avec Fourie et Van Staden, qui sont des troisième lignes, en étant donc des talons remplaçants, et qu'ils en profiteraient potentiellement pour récupérer André Pollard, qui leur manque à l'ouverture. Joe, est-ce que tu y crois, ou tôt ou tard, ils vont être obligés d'aller rappeler un talonneur de métier pour couvrir? Franchement, vu les échéances là, qui les attendent avec l'Irlande et l'après-Irlande pour les quarts de finale, pour moi, ce serait un risque de pas assurer en prenant un vrai talon de métier, quoi. Mais déjà, c'était étonnant, moi je trouve, de prendre que 2 talons de métier quand on sait qu'il faut gagner 11 matchs pour être champion du monde, que tu as l'Écosse, que tu as l'Irlande. Charles, est-ce que tu penses, quand on donnait une hiérarchie, j'ai envie de dire, on mettait les Sud-Africains peut-être en 1, en 2, voire en 3, est-ce que ces 2 blessures coup sur coup, alors Malcolm Marx, il est forfait pour toute la compétition, c'est visiblement les croisés, et Ben Etzebeth, c'est un petit peu moins clair, visiblement ce serait 2 semaines d'absence. Est-ce que tu penses qu'ils sont toujours parmi les gros favoris, ou bien il y a aussi des absences de Lukhanyo Am, de Pollard, malheureusement pour eux ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Après, de là à dire qu'ils sont plus dans les 3 favoris, je pense qu'il faut pas les enterrer trop vite. Ça reste les Sudaf, physiquement ils sont toujours aussi impressionnants et puis ils ont toujours la ligne de 3 quarts au complet quasiment, à part André Pollard qui manque, mais jusqu'à maintenant ils se débrouillaient très bien sans lui. Donc c'est des grosses pertes pour eux, mais je pense qu'ils sont quand même dans les favoris pour l'instant et que de toute façon, comme toutes les équipes, ils sont préparés à la blessure quand ils attaquent ce genre de compétition, donc ça va pas forcément trop changer leur plan. Alors, pour répondre, quand je parle de 11 matchs, Matuidi Charo, c'est simplement un petit calcul. En fait, tu as généralement 4 matchs de préparation, c'était le cas de l'équipe de France, et tu as 7 matchs de phase finale pour aller au bout. C'est pour ça que je parle de 11 matchs, parce que ça fait 11 possibilités de blessures, par opposition, par exemple, au tournoi des 6 nations, où en fait, tu n'as que 5 matchs et tu n'as même pas de match de préparation. C'est juste sur la répétition, c'est pour ça que je parle de 11 matchs. Dans le chat, on nous dit, Monsieur Cordier, qui nous dit, après le numéro 2, c'est quand même monstrueux et encore plus méchant, selon lui, que Marc, c'est-à-dire Mbonambi, et Rome le Lion qui nous dit qu'il n'est pas d'accord avec nous parce que Fourie est de base un talon, et même s'il n'a pas joué depuis un moment, je pense que c'est comme le vélo, ça ne se perd pas, peut-être, mais là on parle quand même du gratin mondial. Compte tenu des absences de Malcolm Marx, compte tenu de l'absence de Eben Etzebeth, qui voyez-vous favori pour le choc, j'ai envie de dire, de cette phase de poule entre l'Irlande et l'Afrique du Sud? Joe, est-ce que pour toi maintenant la balance penche un peu du côté de l'Irlande? Pour moi, clairement, là, on était avant ces 2 blessures-là, j'étais plutôt parti sur du 50-50 et là, j'aurais plutôt tendance à donner un petit avantage à l'Irlande qui est au complet et qui n'aura pas à pallier les blessures pour le moment. Donc, je donnerai un petit avantage à l'Irlande sur ce match du coup. Et je rappelle que même s'il y a eu des absences lors du premier match, notamment Dan Sheehan, le talonneur irlandais, il devrait être dispo pour les grosses échéances. Donc léger avantage pour l'Irlande pour Joe. Charles, de ton côté, on n'est pas encore au prono du week-end, ça va venir, mais les pronos de Charlie, évidemment, tu sais que ça nous intéresse. De ton côté, tu mettrais quelle équipe favorite entre l'Irlande et l'Afrique du Sud?
Écoute, je vais déjà commencer à contredire Joachim. Moi, je vois toujours, toujours l'Afrique du Sud. Ça va être deux oppositions de style vraiment complètement différents, avec un jeu de mouvement chez les Irlandais et un jeu de défi physique chez les Sudaf. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, ils sont quand même plus prêts et plus armés que l'Irlande. Donc, pour le match de poule, je les vois s'imposer. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je voyais l'Afrique du Sud favorite face à l'Irlande, parce que je pensais pas que les Irlandais, comme souvent, ils arrivent à mettre en difficulté devant. Je pensais que ça résisterait du côté sud-africain. Je mets encore peut-être un tout petit avantage aux Sud-Africains, mais c'est sûr que il va falloir qu'il y ait moins de dégâts, parce que sinon, ça va commencer à faire très lourd. L'autre nouvelle du mondial, alors est-ce qu'elle prête à sourire? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est quasiment l'info que je retiens aujourd'hui. C'est Dave Cherry, que vous avez peut-être joué quand il était. Vous l'avez déjà joué parce qu'il a joué à Nice. Je ne sais pas si vous le saviez. En national, Dave Cherry, ça vous dit rien, les gars? Pas du tout. Pas du tout, non. Alors, il est forfait pour la Coupe du Monde parce qu'il aurait glissé dans les escaliers sur son jour de repos. Et même s'il est absent normalement une dizaine de jours, ils ont déjà appelé son remplaçant, en sachant que, notamment le match face à l'Irlande, il est dans plus de 10-12 jours. Joe, ce forfait en raison d'une chute dans un escalier sur un jour de repos, déjà, est-ce que cette version, toi qui es joueur pro depuis pas mal d'années, est-ce que tu crois à cette version ou pas ? J'ai un peu une mal à y croire, sachant que bon, il s'est pas fait les croisés, il se serait fait une petite blessure d'une dizaine de jours et le remplacer directement, ça paraît un peu gros, donc je pense il a dû se passer quelque chose d'autre, d'extra sportif, je dirais, et qui a fait qu'ils ont préféré un peu couvrir, étouffer l'affaire et partir sur une création d'escalier. Je t'avoue que moi, ce qui me surprend comme toi, c'est le fait que dans la minute, on ait déjà rappelé un remplaçant alors qu'il est out 10 jours normalement. Avec Julien Marchand, ça discute, avec Malcolm Marx, ça discute. Eux, le remplaçant était déjà dans l'avion. Charles, tu y crois ou t'es aussi sceptique que Joe ? Ouais, je suis sceptique moi aussi, forcément, parce que déjà, le type de blessure dans une chute d'escalier, il parle d'une commotion cérébrale. Déjà, c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais plus tendance à dire que pour une chute dans l'escalier, c'est une entorse des chevilles ou d'un genou. Donc, c'est un petit peu bizarre. Et puis, comme tu dis, le fait, d'autant plus qu'il le remplace aussi rapidement, ça porte à confusion et forcément, on se pose des questions. On se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer et pourquoi ils font ce choix-là. Alors, il y a Ravezas qui nous parle d'une Bastaro en hommage à la table de chevet néo-zélandaise qui avait été une affaire d'État. Et Mathieu Bastaro, dans sa bio, auto-bio, mais bon, c'est pas lui qui l'a écrit, mais quasiment, disait qu'il avait extrêmement mal vécu après tout le tapage médiatique qu'il y avait eu. Donc, on va pas revenir forcément sur Mathieu Bastaro. Est-ce que ce genre d'histoire, c'est-à-dire, on va dire de blessures, on va dire diplomatiques ou d'altercations entre équipiers conduisant à un forfait, dans votre carrière, les gars, vous avez déjà vécu ou témoigné de choses similaires? Charles, t'as déjà vécu ce genre d'incident, une blessure, je sais pas, en troisième mi-temps ou une altercation entre équipiers, qui sont en gros les deux scénarios qu'on privilégie? Oui, on l'a déjà vécu. Je sais pas, je vais pas parler pour Joachim, mais dans tous les groupes, il y a parfois des tensions, parfois des petits conflits, parce qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, on est 40. Et moi, personnellement, que ce soit à mon époque à Bordeaux ou à Aix-en-Provence, on a déjà eu des altercations entre joueurs. Mais bon, ça reste en interne et en général, ça se règle sur le terrain et après, on n'en parle plus, quoi. Joe, de ton côté, tu as déjà vécu aussi ce genre de moment? Oui, comme a dit Charles, c'est des petites altercations, des petits moments qui chauffent entre coéquipiers, ça arrive. Mais alors, par contre, que ça en arrive jusqu'à des forfaits
de mes coéquipiers. Ça m'est jamais arrivé par contre. Alors J'espère que ça n'arrivera pas d'ailleurs. dans le chat, ça commence à réagir. N'hésitez pas si vous avez des dossiers sur Charles Brousse et Joachim Beaumont, parce qu'ils sont assez timides visiblement sur cette anecdote. Oh là non. Mais il y a Monsieur Cordier qui visiblement nous raconte ça, je vais peut-être pas le raconter. Par contre, Team Glorieuse qui nous dit Joachim s'est déjà brûlé la main dans le four à pizza du Vertigo. C'est quoi cette histoire, Monsieur Beaumont, ça te dit quelque chose? Ah bah il faut y aller, hein, t'es balancé, n'hésitez pas. Hein. Raph, celle-là je peux peut-être pas. L'altercation à Strasbourg visiblement, mais celle du Vertigo. Joe, c'est quoi cette histoire? Non, c'est en fait le Vertigo, c'est un établissement du côté de hier qui sert d'excellentes pizzas à des heures assez tardives. Et donc voilà, une petite fringale de soirée, je me suis un peu brûlé la langue parce que la pizza était très chaude et que j'étais impatient de la manger. Il n'y a rien de plus. Ah, je croyais que c'était toi qui étais allé chercher la pizza dans le four, parce qu'on me parle du four hein, Non, quand même. non, T'es non, sûr non, que non. c'est pas sous, t'es allé directement chercher dans le four à pizza? Non, non. Tu peux le dire. Hein, Non, ça a été exagéré là. Bon, d'accord, très bien. Bon, n'hésitez pas, en tout cas dans le chat, si vous voulez jouer un petit peu aux balances pour nos consultants. Je suis pas sûr qu'ils reviennent dans ce cas. Ils regardent autour d'eux parce qu'ils sont peut-être pas seuls en plus. Il y a Charles qui a peut-être une compagne qui est en train de passer et qui a un petit peu peur. Heureusement, il y a les écouteurs. C'est bien ce que je pensais. N'hésitez pas dans le chat. Voilà un sujet qui m'intéresse. Voilà pour les actus du mondial. On va dire les actus principales. Maintenant, on va s'intéresser à la fois au match de ce soir entre la France et l'Uruguay. Et évidemment, ensuite, on partira sur les pronos du week-end. Et comme d'hab, j'aurai 100 € à vous offrir avec 100 € de box sport. Je vous rappellerai le concept. Je vous ferai deviner un joueur mystère. Les gars, autant qu'on était ensemble la semaine dernière, on sentait une véritable effervescence avant France-Nouvelle-Zélande, le match d'ouverture face au Brésil du rugby pour schématiser. Là, on est face à l'Uruguay, une nation mineure, sans vouloir être méchant, du rugby mondial. Joe, est-ce que tu es impatient de voir ce match ou c'est simplement une étape vers quelque chose de plus grand? C'est sûr que je le suis un petit peu moins que le match contre la Nouvelle-Zélande. Après, ça reste quand même un match de Coupe du Monde. On n'en a que tous les 4 ans, donc c'est un contexte particulier. Et si, bien sûr que je vais le regarder. Alors peut-être pas avec le même stress et la même émotion contre la Nouvelle-Zélande, mais oui, je suis quand même content de regarder ce match. Puis on va voir aussi des visages un peu différents, donc ce sera cool dans tous les cas. Bon, évidemment, et le match, on le suivra ensemble de 21h à minuit en réalité, parce que de 21h jusqu'à la fin du match, on suivra le match ensemble. Et de 23h à minuit, vous aurez l'after rugby avec notamment Yann Delegue. Écoutez, je vais vous montrer tout de suite les compos. Charles, est-ce qu'il y a des postes? Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent gagner ou perdre leur place pour les grosses échéances à venir quand tu vois cette compo avec 12 changements par rapport au match face à la Nouvelle-Zélande? Ouais, c'est difficile à dire. Après, on peut se poser la question pour un Cameron Woki, pardon. Est-ce qu'il n'a pas plus à perdre qu'à gagner sur ce match? Mais et après, non, je pense pas. Je pense que c'est plus dans la volonté du staff d'instaurer un turnover et de donner un peu de temps de jeu à tout le monde dans l'éventualité où il y aurait d'autres blessures par la suite et que tout le monde garde le rythme. Je pense que de toute façon, la hiérarchie pour les gros matchs, elle est déjà établie et il y a très peu de chances que ça change. Il y a peut-être Anthony Gelon qui a une carte à jouer et encore, vu les performances de Charles Olivon, Grégory Aldrit et François Cros aujourd'hui, je ne pense pas qu'il arrive à changer la hiérarchie dans un si peu de temps. C'est une compo qui te plaît? Ouais, c'est une belle compo, des belles complémentarités, des joueurs pleins de talent et sûrement qu'ils vont avoir envie de se montrer aussi, puisque je pense qu'au fond d'eux, ils sont conscients qu'ils n'auront pas forcément beaucoup de temps de jeu pendant les gros matchs. Donc,
ils vont avoir envie de se montrer ce soir, donc ça va être un beau match à regarder, je pense. Moi, j'avoue, ce que j'aime dans cette compo, c'est qu'il remet titulaire les joueurs qui étaient à mes yeux un petit peu passés à côté en quelque sorte, c'est-à-dire notamment Cameron Wauquiez que j'ai trouvé transparent face aux All Blacks, Moefana que j'ai trouvé assez nettement en dessous et Gabin Villière que j'ai trouvé quelconque. Et c'est bien, je trouve, de les retester tout de suite, peut-être de leur rendre la confiance face à un adversaire un peu plus faible. Joe, Charles, vas-y. Par rapport à ça, ça fera plaisir à Cyril et à Maury. Mais je pense que Biel Barré, pour moi, il a une vraie carte à jouer là sur ce match. Parce que sur ses dernières prestations, il a quand même fait des belles prestations. Villiers, c'est plus du tout celle qu'il a faites dernièrement. C'était un peu en demi-teinte. Et je pense que selon le match des deux, là, il peut peut-être y avoir une nouvelle place à l'aile qui se dégage pour Barré en fonction du match. Alors toi, dans le premier match-up, on va dire, ce serait Biel Biarré face à Gabin Villière. En tant que titulaire, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut soit un nouveau mauvais match de Gabin Villière, mauvais, on s'entend évidemment, ou vraiment une performance remarquable de Biel Biarré. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la balance change ? Avec par exemple dans le chat, Rome qui nous dit non, Gabin c'est le chouchou, c'est le fils de Galtier, pour moi ça bougera pas. Oui, alors ça, je suis assez d'accord avec ça, mais bon, il y a un moment, franchement, les deux matchs qu'a fait Biel Barré, il a quand même crevé l'écran sur un et fait un très bon match sur le deuxième. Et je pense que si Gabin Villière fait encore un match en demi-teinte et que Biel Barré fait quelque chose de niveau un peu de ses dernières prestats, je pense que il va commencer à cogiter un peu sur sa compo d'équipe, Galtier. Bon, Ravcord dit dans le chat qui est d'accord et qui te suspecte de ne faire que relire tes coms pour tes interventions. Mais donc on a un premier duel, on va dire, entre Biel Biarré et Gabin Villière, et notamment Biel Biarré qui peut jouer à l'aile et à l'arrière, ce qui pourrait être intéressant par exemple dans un banc avec 6 avant et 2 3 quarts, d'avoir un Biel Biarré qui couvre un petit peu justement ces deux postes. Biel Biarré face à Villière, tu penses Charles qu'on peut faire que ce match ou le suivant peut faire pencher la balance en faveur de Biel Biarré ou pas ? Je pense que c'est possible. Je ne veux pas contredire Joachim, il est lié de formation à la base, donc il faut pas. Il est centre de formation. Centre est lié. Pas terrible, mais centre quand même. Il y a qu'un chiffre entre les deux. Mais non, je pense qu'il faudrait vraiment que Gabin Villière passe au travers et se rate complètement pour changer la hiérarchie dans la tête de Fabien Galtier aujourd'hui. Il a marqué tellement de points sur les 3 dernières années que aujourd'hui, il a un réel temps d'avance, même si moi, j'aimerais bien voir le petit Biel Biarré face à une vraie confrontation, une vraie équipe, voir ce qu'il est capable de donner. Mais aujourd'hui, je pense que, sauf gros passage à vide de Gabin Villière, on ne le verra pas sur les gros matchs. Bon, on va pas rappeler que Louis Biel Biarré joue à l'UBB, club dans lequel tu as évolué, Charles évidemment. J'ai pas osé. Bon, j'ai vu ton œil s'allumer, j'ai tout de suite compris. Dans les autres débats, donc on a fait le Gabin Villière face à Louis Biel Biarré. Charles parlait notamment de Tao Fifénois qui pourrait gagner sa place, mais par rapport aux joueurs également alignés à ses côtés, Cameron Wauquiez. Joe, toi qui es capitaine de touche, si je dis pas de bêtises, de Yer Karkeran, qu'est-ce que tu penses de ce duel à distance ? Parce que ce sont deux profils très différents. Tao Fifénois qui est plus terrien, on va dire, plus pousseur, mais moins aérien. Toi, quel choix tu ferais, notamment vis-à-vis de la touche par rapport à la mêlée ? Parce que Tao Fifénois, ce serait peut-être privilégier la mêlée et la puissance. Cameron Wauquiez, la touche et le côté, le volume de jeu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça changerait au point de vue déjà de la touche pour toi ? Déjà, forcément, la touche, oui, elle en pâtirait un petit peu de ce remplacement de Wauquiez par Tao, dans le sens où, oui, Wauquiez, c'est quelqu'un de très aérien, il est longiligne, il monte très vite, que ce soit offensivement ou défensivement. Tao est un peu plus lourd, donc forcément, il monte un peu moins vite, il est peut-être un petit peu moins réactif, mais moi, on en avait déjà parlé. Pour moi, il faut un vrai 5. D'accord. Et pour moi, Tao, c'est un vrai 5.
Et dans mon équipe type France, Tao serait en 5 avec Flamand en 4. Et sachant que derrière, on a quand même des troisièmes lignes qui sautent, hormis Aldrit, on peut quand même avoir une touche qui est performante en alignant Tao, qui quand même, il fait ses 2 mètres et il saute quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui saute pas et qui n'apporte rien en touche. Donc pour moi, ce serait Flamand Tao pour toi. Meilleur. Ouais, ce serait la meilleure association. Charles, tu es d'accord avec ça, ou le côté aussi de densité physique de Tao en sortie de banc pour avoir un banc vraiment qui fait mal physiquement, tu le préfères en finisseur? C'est quoi ton avis sur ce duel? Cameron Woki ayant évolué longtemps à l'UBB. En troisième ligne. À l'UBB, j'allais sur ce dire. En troisième ligne. Fais semblant de ne pas savoir où je veux en venir. Ouais, je suis complètement d'accord avec Joachim. Après, est-ce que je préfère le voir en deuxième mi-temps d'impact player ou dès le début? Ça, c'est vraiment un choix stratégique par rapport à l'adversaire. Mais il ne faut pas oublier que la deuxième ligne titulaire à la base, c'est Willem C et Flamand. Et Willem C, c'est un vrai 5 pousseur aussi. Donc, moi, je rejoins Joachim là-dessus. Je verrais bien Tao gagner sa place sur un match comme ça et relayer Woki sur le banc au vu de ses dernières prestations. Vous pensez sincèrement que ce match peut changer la donne au niveau de cette hiérarchie ou pas? Charles, qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas que ça se fera uniquement sur ce match, mais par contre ça peut déjà remettre un petit doute dans la tête des coachs. Et puis le prochain match pourrait être décisif par contre pour vraiment trancher avant les matchs couperés. D'accord. Autre duel sur ce match qui va t'intéresser particulièrement, Charles. Je rappelle que tu joues centre, tu évolues en national à Hier Carqueiranne, tu es notamment passé par l'UBB. Ça va peut-être nous éclairer également sur le débat suivant. J'arrête avec ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est avec Cyril Blanchard, tu as l'impression qu'il joue au Stade Toulousain. Tu vois, donc c'est un petit peu étonnant. C'est dommage de ne pas l'avoir en plus parce qu'il y a 2 joueurs uruguayens passés ou actuellement par Vannes. Charles, on va faire le débat entre Yoram Moefana et Arthur Vincent. Avant, pour avoir un petit peu plus de clarté pour ceux qui découvrent le rugby à l'occasion de cette Coupe du Monde, il y en a un qui est premier centre, c'est le numéro 12, il y en a un qui est deuxième centre, numéro 13. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur la distinction entre ces 2 postes et entre les 2 profils de ces joueurs? Ouais. Le 12, alors suivant les styles de jeu des équipes, tu as deux rôles principaux qui sont complètement différents, à savoir quand tu as un jeu de mouvement comme l'Irlande par exemple, ton 12 aura tendance à être un joueur plutôt très rapide et deuxième 10, donc assez distributeur dans le jeu. Et quand tu as un jeu comme les Sudaf dans le défi physique et dans le jeu très frontal, généralement tu as un 12 qui est dans un rôle très perforateur et très, très puncher. À la Jonathan Danty, on va dire, par exemple. À la Jonathan Danty, exactement. Voilà. Yoram Moefana est dans ce profil-là aussi. Et puis après, tu as le 13 qui, lui, est plus un troisième ailier, entre guillemets, sur le côté offensif, et qui a beaucoup plus d'espace pour travailler. Et en termes de défense, qui est plus un régulateur de la ligne derrière. Et c'est lui qui va essayer de combler un peu les décalages qu'il peut y avoir en défense. Est-ce que pour toi, les 2 joueurs peuvent évoluer aussi bien, donc Yoram Moefana et Arthur Vincent, à ces 2 postes ou pas? Alors au jour d'aujourd'hui, les centres sont quasiment tous capables de jouer aux 2 postes. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué et ils aimaient bien enfermer les joueurs dans une seule catégorie, donc soit 12, soit 13. Et en général, c'était un peu plus compliqué de basculer de l'un à l'autre parce que on n'avait pas travaillé depuis tout jeune, on n'avait pas forcément les automatismes et les repères à un poste ou à l'autre. Mais maintenant, aujourd'hui, ils sont tous capables de jouer aux 2 postes. Tout dépend en fait de la stratégie que le staff veut mettre en place par rapport au style de jeu. Toi, tu arrives à naviguer? Tu navigues entre 12 et 13 ou pas avec Hier Carquet? Alors moi, je navigue pas trop parce qu'on a la chance d'avoir 2 très bons 12, voire 3 avec le jeune de Toulon qui est arrivé cette année, qui a fait un très bon match la semaine dernière. Comment il s'appelle? À Massy. Théo Moitrier. D'accord. Donc on a 3 très bons 12 de métier. Après, et un seul bon 13. Déjà fait par le passé. Non, mais t'en as un sur les 3 qui joue aussi 13 et qui est très bon en 13, mais qui est 12 de formation.
Après, je l'ai déjà fait par le passé, que ce soit à Aix ou à Bordeaux. J'ai déjà joué 12, donc je suis capable de le faire, même si c'est pas ce que je préfère. N'hésitez pas, je vois Jean-Michel, notamment supporter de l'UBB. Si vous avez des questions pour Charles et Joe, je suis passeur. Et donc, entre Arthur Vincent et Yoram Moefana plutôt au poste de 12 avec Gaël Fickou, tu l'as dit, régulateur, capitaine de la défense en 13, en l'absence de Jonathan Danty. On a eu face à la Nouvelle-Zélande un Yoram Moefana un peu décevant, moi j'ai trouvé, et un Arthur Vincent faisant une très bonne entrée, alors que moi j'étais comme Galtier, j'étais plutôt sur Moefana doit commencer, et on verra pour Arthur Vincent. Toi, dans ce débat, Arthur Vincent face à Yoram Moefana, tu te mets de quel côté, j'ai envie de dire? J'aurais eu tendance la semaine dernière, je me suis mis un peu du même côté que toi avec Yoram Moefana, où j'étais 100% d'accord sur sa titularisation face aux Blacks. Maintenant, avec le retour de Jonathan Danty, qui est apparemment complètement remis de sa blessure et qui postulait pour ce match, mais je pense qu'il a été laissé encore un peu au repos pour pas prendre de risques et qui sera apte la semaine prochaine, je pense que Arthur Vincent a une vraie carte à jouer, puisque Jonathan Danty, au jour d'aujourd'hui, est le meilleur à ce poste-là et dans ce profil-là, et est capable de tenir 80 minutes. Donc, Arthur Vincent, en tant que remplaçant, peut très bien gagner sa place au détriment de Yoram Moefana au vu du retour de Danty. En sachant que les deux peuvent également jouer à l'aile en cours de match, donc ce qui peut être intéressant. Donc tu as envie de dire que là, pour l'instant, que Arthur Vincent, selon toi, est en train de passer dans la hiérarchie devant Yoram Moefana, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Joe, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce duel? Toi qui as été formé au centre, je te le rappelle. T'étais plutôt 12 ou 13 d'ailleurs? Plutôt 12. Plutôt 12. Entre Yoram Moefana et Arthur Vincent, ton cœur balance? Non, là j'ai un peu le même ressenti que Charles, dans le sens où avant le match contre les Blacks, bon pareil, j'étais plutôt parti sur Moefana, et comme tu l'as dit, il a été un peu décevant. Vincent a fait une très belle rentrée, donc je dirais que ça a redistribué les cartes sans forcément donner un favori, mais bon, après c'est vrai que les deux bénéficient aussi d'une sacrée polyvalence, quoi, pouvoir jouer 12, 13 et ailier dans un. Au pire, on a Boudou qui peut aussi jouer centre, paraît-il, donc pourquoi pas. Là, je le vois un peu moins, par contre. Question de Alcordier65 pour Monsieur Brousse. Ne pense-t-il pas qu'il y a un manque de magie au centre du terrain français? Est-ce que elle te fait vibrer cette paire de centres, même avec Danty et Fickou, j'ai envie de dire? Alcordier nous dit Danty en perce-muraille, certes, mais il manque un complément avec lui. En gros, Alcordier, il lui manque un Virimi Vakatawa, j'ai envie de dire. Charles, est-ce que tu as de l'émotion rugbyistique en voyant nos centres actuels? Alors, je t'avoue, je me suis jamais posé la question. C'est pour ça qu'Alcordier est excellent intervieweur. Quand je prends du recul et que je me focalise uniquement sur la paire de centres, je le rejoins sur le fait qu'il manque un joueur assez imprévisible comme Virimi Vakatawa que tu as cité. C'est vrai que Gaël Fickou, fut un temps, était capable de ce genre d'exploit aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'avec ce rôle de capitaine de défense, il n'est pas un peu enfermé dans un cadre et qu'il n'arrive plus à en sortir? Ou est-ce que tout simplement, en vieillissant, il a un peu moins de grinta et de caisse pour faire des breaks comme il était capable de le faire auparavant, tout en faisant 15 plaquages par match? Je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que un Virimi Vakatawa à l'époque était beaucoup plus spectaculaire et agréable à regarder que les paires de centres qu'on a aujourd'hui, et j'ai plus tendance à vibrer en regardant nos charnières que nos paires de centres. C'est vrai, on a des joueurs qui peuvent faire des différences ailleurs, avec Penaud, avec Jalibert, avec Dupont, mais moi je t'avoue que Virimi Vakatawa était un de mes joueurs préférés, parce que tout pouvait se passer, et alors au début, c'est un joueur qui venait du 7, Virimi Vakatawa, qui a dû arrêter le rugby en France en tout cas pour des raisons cardiaques. Il a repris avec les Barbarians britanniques, et il va reprendre visiblement sa carrière de rugby, mais c'est vrai que tu pouvais
ne regarder un match de rugby, j'ai envie de dire que pour Virimi Vakatawa, parce que un geste, un franchissement, ce qu'on appelle un offload. Un offload, c'est quand on passe les bras pour faire une passe. J'expliquerai tous les termes techniques pendant évidemment France-Uruguay à partir de 21h. Ça peut manquer. Joe, dernier débat, j'ai envie de dire, c'est le retour d'Anthony Gelon ou Gelonche. J'ai demandé à Baptiste Delaporte qui a joué avec lui à Castres comment on prononçait. Est-ce que c'était Gelon ou Gelonche? Est-ce que vous connaissez la réponse ou pas? C'est Gelon. C'est Gelon, Charles? Gelon ou Gelonche? Ouais, je pense que c'est Gelon. Eh bien, Baptiste Delaporte, qui est très bon ami, m'a dit je ne sais pas, on l'appelle la lonche, mais on n'a pas la moindre idée de comment. J'ai dit merci. C'est un débat que je me posais souvent la question, et je pensais qu'avec un ancien équipier, j'aurais la réponse, pas du tout. Donc, Anthony Gelon, il s'est blessé, ou Gelonche, il s'est blessé en février lors du tournoi des 6 Nations. Je crois qu'il s'est fait les croisés, ou un seul ligament, j'ai un petit doute. Je crois que c'est les croisés. Déjà, qu'est-ce que tu penses de son retour? On est le 14 septembre, ça fait donc j'imagine à peu près 5 mois et demi qu'il a dû reprendre l'entraînement. Tu as déjà été blessé au genou, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu penses de ce retour extrêmement rapide, Joe? Je suis assez admiratif parce que clairement pour avoir eu la même blessure au genou, j'ai mis beaucoup plus de temps. En plus, il postule directement pour une Coupe du Monde, donc c'est quand même un tout autre niveau et une toute autre exigence. Et franchement, on peut être qu'admiratif et content pour lui, parce qu'en plus, voilà, on sait qu'il se donne vraiment à 100% pour l'équipe de France. Donc franchement, je trouve ça top. Et après, dans le même, un peu dans la même idée, il y a Sia Colisi, le capitaine de l'Afrique du Sud, qui a réussi à faire ça en encore moins de temps. Donc, on peut dire que la médecine et les joueurs peuvent faire des miracles pour des événements aussi fous, quoi. Comment on peut expliquer un retour aussi rapide, Charles? C'est quoi? C'est un encadrement médical de chaque instant? Tu as déjà connu, toi, des graves blessures dans ta carrière? Alors non, je touche du bois. Hygiène de vie remarquable, c'est pour ça. Ouais, ou beaucoup de chance aussi, peut-être. Je pense que c'est un tout. Je pense que oui, il y a un super suivi médical, que ce soit de la part des médecins, des kinés, ostéos qui l'ont suivi pendant ces 6 mois. Et aussi, il y a sûrement aussi une grande part d'hygiène de vie. Et après, c'est propre à chaque individu. Chacun récupère différemment des blessures. Et il n'y a pas de science exacte sur ça. Donc, Anthony Gelon lui-même le disait, c'est quelqu'un à la base d'assez rustre, assez dur au mal. Il vient de la ferme, hein, il vient de la campagne, comme il aime le dire. Et ça a sûrement aidé aussi, puisque c'est quelqu'un qui sait endurer la souffrance et qui sait l'accepter. Donc, peut-être que dans les moments difficiles de la rééducation, il a été capable de se faire un peu plus mal que d'autres à la même période, qui ont eu les mêmes blessures et qui lui ont permis de franchir des étapes plus rapidement. Joe, tu es d'accord, tu as l'air d'accord sur cet aspect mental d'Anthony Gelon décisif dans la récup? Oui, non, c'est sûr, il l'a dit, de toute façon il l'avait annoncé quand il s'était blessé, on lui disait que voilà, il serait forfait pour la Coupe du Monde, et il l'a annoncé haut et fort qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour faire partie du wagon, et il l'a dit et il l'a fait, quoi. Donc mentalement, c'est sûr qu'il a dû faire de sacrés sacrifices et qu'il a dû en chier, mais bon, j'espère que ce sera qu'il sera récompensé de tout ça, quoi. Et j'espère que tu as bien compris que toi qui as été blessé dans ta carrière, Charles parle de l'importance de l'hygiène de vie. C'est bien beau d'être capitaine, il faut montrer l'exemple, pas seulement sur le terrain, mais aussi au vertigo. Est-ce que Joe, tu penses que Anthony Gelon, grâce à ce match, peut rentrer dans le 15 français, dans le 15 de départ? Parce que on a commencé face aux Blacks avec François Cros, avec Charles Olivon, avec Greg Aldrit. Est-ce qu'il y a une place pour Anthony Gelon dans notre troisième ligne titulaire? Pour moi, c'est un peu trop tôt pour le dire quand même. Il faudra déjà voir le match de ce soir. Et après, ce qui serait bien, ce serait peut-être aussi de le revoir contre l'Italie, qui sera pour moi un vrai test. Voilà.
avant de pouvoir y penser, parce que là, jusqu'à maintenant, la troisième ligne type de l'équipe de France, elle a fait le boulot, et là, à l'heure actuelle, il va falloir vraiment une grosse prestation pour en sortir un des trois. En termes de profil, on pourrait sortir quel joueur pour faire une place à Anthony Gelon? Eh ben, je pense que ça se jouait entre Kroos et lui. D'accord. Donc Parce qu'Aldrit, clairement, il est intouchable. imbougeable. C'est un numéro 8. Il porte énormément de ballons. Il met toujours l'équipe dans l'avancée. Olivon, il est extrêmement précieux sur le soutien offensif, sur le lien avant trois quarts et sur la touche. Et Kroos et lui ont un profil un peu similaire. C'est des gros plaqueurs. C'est des mecs qui s'envoient beaucoup. Donc pour moi, c'est les deux profils qui se ressemblent le plus sur la troisième ligne. Charles, tu es d'accord? S'il y a un joueur à remplacer dans la troisième ligne par Gelon à 100%, potentiellement, c'est plutôt François Kroos? Ouais, je suis d'accord, parce que avant qu'il se blesse, c'était la troisième ligne du 15 de France, c'était Aldrit, Olivon et Jelonche, et Kroos sur le banc. Donc je pense que s'il arrivait à retrouver son meilleur niveau tout de suite, et les mêmes performances qu'avant sa blessure, ça se jouerait sûrement avec François Kroos, d'autant plus que Charles Olivon, je pense, dans la tête du staff, est le capitaine numéro 2 de l'équipe de France, et que important, ouais. sauf grosse contre-performance, il ne sortirait pas du terrain non plus. On va s'intéresser 5 minutes à l'Uruguay, à l'adversaire, avant de passer au prono du week-end. Joe, il y a assez peu de joueurs connus dans cette équipe. On a Santiago Arata qui joue à Castres. On a Vilaseca et Freitas passé par Vannes. On a Berchiesi passé par Dax. Ormaechea passé par le Stade Montois. Est-ce que ce sont des joueurs que tu as affrontés ou avec lesquels tu as évolué? Est-ce que ces joueurs qui sont passés par la France et Line de Car également de Bayonne, est-ce que ça te dit quelque chose, ces joueurs? Je joue un peu au naïf, je connais en partie la réponse. Oui, ça me dit quelque chose. Il y a Ormaechea, justement, avec qui j'ai joué et contre qui j'ai joué également. C'est un peu... c'est des latins, c'est des chieurs, des chiens qui sont... Rugbystiquement parlant, évidemment, je précise. Voilà, évidemment. Accrocheurs. Parlant, qui sont chiants à jouer, qui sont accrocheurs, ouais, qui lâchent rien. Donc, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de match entre les deux équipes. Mais en tout cas, ce ne sera pas un match facile, comme a pu avoir, par exemple, l'Irlande contre la Roumanie ou le Japon contre le Chili. À mon avis, ça va quand même être un match où il va falloir se aborder avec beaucoup de sérieux. Oui, puis par exemple un Santiago Arata, moi je le trouve très bon. On était en compagnie de Baptiste Delaporte de Casse qui nous disait, même en tant que troisième ligne, quand tu te files Arata en défense à l'entraînement, t'es pas content, parce que c'est vraiment lui avait utilisé l'expression de chien aussi, je crois, mais évidemment il y a rien de méchant là-dedans. Et même, j'ai envie de dire, le face à face Arata-Lucu, il y a match, quoi. Il y a match. Charles, est-ce que tu connais quelques joueurs uruguayens dans la compo? Je veux dire, est-ce que tu les as fréquentés, joués, coéquipiers, ou ça te dit pas grand-chose? Non, j'en connais un, je sais pas s'il joue ce soir, je t'avoue que j'ai pas regardé la compo de l'Uruguay. On a Freitas, Vilaseca, Ormaechea, non, Kessler il y est pas. Le talon qui passait par Soyo notamment, je crois, qui est passé par Angoulême et par Provence Rugby. Ah aussi. D'accord, mais non, c'est vrai qu'il y est pas, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Du coup, non, j'en connais pas personnellement, donc j'en ai joué quelques-uns comme Vilaseca et Ormaechea. Vilaseca qui est centre d'ailleurs, donc tu te l'as peut-être pris sur le rable. Je l'ai croisé une fois ou deux, ouais. Mais il se souvient davantage de Charles Brousse que l'inverse. C'est sûr. Ouais. C'est possible. Non, je rejoins Joachim par contre sur le fait que c'est des latins et que c'est des joueurs qui sont durs au mal et qui sont assez pénibles à jouer, parce que si tu les prends un petit peu de haut et que tu te dis contre eux on va se faire plaisir, on va faire du haut à rugby,
et tu fais pas les choses dans l'ordre, tu peux vite redescendre et prendre des coups de tronche un peu dans tous les rucks. Donc, et te faire mal en plus de passer à travers ton match, tu peux vite te blesser. Parce que même si c'est pas des génies du rugby, au niveau de l'intensité, je pense qu'ils vont répondre présent quand même. Alors, il y a beaucoup de bonnes choses dans le chat. Question de Al Cordier. En termes de niveau, vous situeriez le niveau de l'équipe d'Uruguay à quel niveau? C'est à vaut de la Pro D2, du milieu de tableau Pro D2, du haut de national. On est à un bas de top 14. Charles, tu dirais cette équipe uruguayenne, tu la mets à peu près à quel niveau? C'est difficile parce que je connais très peu de joueurs et on les a très peu vus jouer. Je les situerais sur une équipe de milieu haut de tableau de Pro D2, je D'accord. pense. Parce que c'est quand même la plupart ont déjà joué en France à ce niveau-là, et quelques-uns un peu plus haut, même s'ils n'ont pas un système collectif très rodé. Ça reste quand même des beaux joueurs de rugby et avec les bons fondamentaux, les bases. Donc je pense qu'un milieu haut de tableau Pro D2, sans problème. Joe? Ouais, j'aurais dit la même chose. Bon, on a... Vas-y. Non, On je a... rejoins Charles. Alors, tu seras peut-être plus bavard, puisque on me dit dans le chat que tu as joué avec Ormaechea et que tu t'es embrouillé avec lui. Raconte. Raconte-nous ça. Le chat est bien informé. Non, franchement, j'ai plus trop. Est-ce que c'est encore une info de Al Cordier? Oui. Ancien équipier, si je dis pas de bêtises, à Strasbourg et ancien joueur de Bourg-en-Bresse notamment. Non. Alors c'est comme je le disais avant, c'est des pénibles, que ce soit en match ou à l'entraînement. Ogi, son petit surnom comme on l'appelait, il coupait pas à cette réputation. Donc que ce soit match ou à l'entraînement entre nous, il était chiant dans tous les cas. Donc bon, je pense qu'il s'est frité peut-être avec 80% de l'effectif à un moment dans la saison. Alors après, c'était un super mec, hein. Mais c'est vrai qu'il avait des côtés, quand tu pensais que c'était un entraînement un peu cool et que tu prenais un timbre ou des trucs comme ça, bon, forcément, ça chauffait un peu. Mais rien de sérieux en tout cas. Rien de sérieux. Donc c'est ça, un pénible, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre trop d'intensité, alors que quand les consignes c'est pas ça, ou qui va avoir un mauvais geste pour... c'est ça, un pénible. Alors, je dirais pas mauvais geste, mais oui c'est ça. Pour donner un exemple un peu plus clair, sur des situations d'entraînement où voilà, on travaille à bloquer juste pour répéter un peu le mouvement, mais pour simuler le contact sans que ce soit un vrai contact. Voilà, on parle de bloquer et t'en as qui mettent une intensité qui est un peu différente et parfois tu te fais secouer alors que tu arrives à 2 à l'heure sur une personne et bon, forcément si ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment ça peut chauffer un peu. Charles, t'en as connu des comme ça, des pénibles? Tu peux nous balancer quelques noms de coéquipiers, alors pas Baptiste Sorin, mais cette année je pense qu'il en a connu un déjà. Et par le passé ou actuellement, t'en croises des pénibles parfois à l'entraînement ou en match? Il y en a dans toutes les équipes. Tous les ans, il y a toujours un mec ou deux qui sont réputés pour ça dans l'équipe. À l'UBB, c'était qui? Qui met toujours trop d'intensité. À l'UBB, c'était qui par exemple? On va faire. Alors, à l'UBB, on avait. C'était Charles Brousse. Non, alors c'était souvent les étrangers. Oula, doucement quand même. On avait Steven Ketchoff, le Sudaf. D'accord. Qui est titulaire avec l'Afrique du Sud actuellement. Ouais, qui faisait mal. On a eu François Tissot aussi en deuxième ligne. Ok. Voilà, après, il y en a tous les ans. Tous les ans, t'en as 2 ou 3, donc je vais pas tous les citer. À Aix, on a eu Germain Kessler, l'Uruguayen, qui était toujours à 100%, pareil, donc dans ses fameux entraînements à bloquer. C'est le genre de mec qui arrivait en sprint et qui te mettait un grand coup d'épaule dans les flottantes alors que tu étais complètement relâché, quoi. Ok, pas forcément les mecs les plus populaires en club ou quoi? Non, après, ici, tout le monde les apprécie, mais c'est vrai que aux entraînements... Quand ils sont pas dans ton équipe et que c'est un entraînement tranquille, tu sais que ça fait chier de pas l'avoir avec toi et tu préférais l'avoir dans ton équipe parce que sinon tu sais qu'il va falloir faire attention s'il est en face, quoi. Joe, un pénible, c'est qui le plus pénible à Yerkar Keran cette année? C'est Tchad. C'est qui?
C'est un jeune de la région là, Il vient de la qui Seine. est revenu. Non, même pas Ah. de Toulon. D'accord, ok. Bon. C'est un non. concurrent de Joachim en plus. Ah, un néerlandais. Concurrence déloyale. C'est la recrue néerlandaise. Ah non. On m'a dit beaucoup de bien d'ailleurs des jeunes. Parce que c'est vrai que vous récupérez beaucoup de jeunes de Toulon, c'est ça les gars? Oui, c'est ça. Beaucoup de jeunes de la région et qui en plus en plus de faire de très bons entraînements, font de très bons matchs comme le prouve là le résultat à Massy la semaine dernière. Donc c'est cool. Et parmi ces jeunes, il y en a un qui fait partie des pénibles des entraînements. On va passer bientôt au prono du week-end, mais avant ça, j'ai besoin de votre prono pour le match France-Uruguay, parce que à vous écouter, je vois, je sais pas, allez, moi je vais m'y risquer en premier. Je vais dire, vous me parlez d'une équipe de pénibles, quand même niveau milieu de Pro D2, on va dire. Je vais dire un 50-12 pour moi, pour la France. Joe, ton prono? 45-10. 45-10. Ok, on fera les comptes après. Charles? L'Uruguay. 36-3 pour l'Uruguay. 58-5 pour la France. Ok, 58-5. Dans le chat, je vais vous demander le score final. Celui qui trouve le score final remporte 50 € de Box Sport. Ça veut dire que vous avez en gros 50 € de bon d'achat pour n'importe quelle activité physique. Ça peut être si vous voulez faire du karting, si vous voulez faire du paddle, du saut à l'élastique. Donnez-moi votre prono pour le match du jour. En premier, si possible, le score de la France, même si j'arrive vite à identifier. Et conservez évidemment le résultat, sinon on pourra le checker. Et venez me voir une fois que vous avez gagné. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit les gars pour jouer. Il suffit de suivre la chaîne RMC Sport, la chaîne Twitch RMC Sport pour pouvoir participer. Les gars, on va faire le tour des matchs du week-end. Ça va être assez rapide parce que en gros, on a beaucoup de matchs déséquilibrés. Le match de demain entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie. Charles, on est d'accord, match, j'affiche la compo, match à sens unique pour les NZ? Ouais, clairement, bonus offensif pour la Nouvelle-Zélande et sans forcer. Ok, la priorité dans ces matchs-là, on a tendance à dire que c'est de ne pas se blesser. Est-ce que on peut, se gérer en essayant de ne pas se blesser, ou bien si on commence à penser à ça, c'est la pire des solutions? Charles, comment on fait? Parce que souvent on dit, la priorité, c'est pas de mauvais gestes et pas de blessures. Ouais, non, le gros risque dans ces matchs, c'est de se dire ça, justement, de vouloir se gérer pour éviter la blessure. C'est là où, généralement, tu as le plus de chances de te faire mal et où tu te fais le plus mal. Donc, généralement, il faut plus le prendre comme une opposition pour permettre de se roder et de bosser un peu son système collectif en vue des gros matchs qui arrivent, et pourquoi pas tenter des nouvelles combinaisons pour voir si ça peut marcher éventuellement. Mais alors certes, c'est humain, tu vas l'attaquer un peu moins motivé que si tu attaques la France, sans manquer de respect à la Namibie, mais ça serait une grosse erreur de la part des joueurs de se dire je vais jouer avec le frein à main pour pas me blesser, parce que sinon c'est tout le contraire qui peut arriver. Donc ok, match à sens unique. Joe, j'imagine que tu rejoins Charles, match à sens unique en faveur de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Dans le chat, pour ceux qui viennent d'arriver, donnez-moi votre pronostic pour le match entre la France et l'Uruguay. Si vous trouvez le score exact, vous remportez 50 € de Box Sport. Samedi, on aura un programme chargé, mais des matchs peut-être relativement déséquilibrés. On commence par un Samoa-Chili. Joe, quel genre de match tu vois? Est-ce que tu penses que les Chiliens peuvent faire l'exploit face au Chili, en sachant que cette équipe du Chili, elle a déjà perdu 42-12 face au Japon? Match à sens unique en faveur des Samoa? Ouais, clairement. Là, je vois pas. Enfin, ils ont déjà donné beaucoup pour avoir regardé le match. Ils se font quand même beaucoup donner contre le Japon. Je pense qu'ils doivent encore être un peu physiquement dans le dur, parce que des matchs de cette intensité, ils en jouent quand même pas toutes les semaines. Donc, ouais, là, franchement, pareil, je vois le bonus offensif pour
pour les Samoans. Et en plus, il faut s'y filer, parce que les Samoans, ils ont d'excellents joueurs. Ouais. Ils ont du Duncan Paiwa, ils ont du Tumu Amanu, ils ont vraiment de très bons joueurs. Soiteni, donc des très très bons joueurs de top 14 qui récupèrent, notamment suite au changement un peu de règles au niveau de World Rugby. Bonus offensif et match relativement facile pour les Samoans. Charles, tu es d'accord avec ça ? Ouais, complètement. Parce que je pense qu'en plus, les Samoans, comme tu le disais, ça va être un cran au-dessus physiquement par rapport au Japon. Donc, je les vois exploser complètement face à eux. Ok, Rome le Lion dans le chat qui nous dit Samoa vont leur faire mal, on est d'accord, pas besoin de pronos sur ce match. Pays de Galles, Portugal, le Portugal qui a une belle compo avec pas mal de joueurs franco-portugais, beaucoup de joueurs également qui évoluent en France. On a Mike Tadger, on a Rafael Costa-Storti, on a Marta, l'ancien d'Aqua qui a signé à Colomiers. Est-ce qu'ils peuvent embêter ces Gallois, Charles, où la marche est trop haute pour eux ? Non, je pense pas. Clairement, je pense qu'il y a un monde d'écart, même si les Gallois sont loin d'être flamboyants. Il y a quand même un monde d'écart et le Portugal est très peu habitué à jouer à ce niveau-là. Donc, pareil, je pense qu'il y aura une victoire à sens unique. Ok, bonus offensif pour les Gallois ? Ouais, je pense. Bonus offensif, c'est 4 essais en Coupe du Monde. Joe, tu es complètement d'accord ? J'ai l'impression, je te voyais acquiescer. Ouais, totalement. Irlande-Tonga, on continue dans les matchs relativement déséquilibrés. Les Tonga qui sont quand même une belle équipe avec des joueurs comme Takulua notamment qu'on connaît bien en top 14 et en Pro D2. Le problème, c'est qu'en face, c'est l'Irlande. Joe, on avait vu les Samoa un petit peu les titiller. L'Irlande avait gagné 17-13 en match de prépa. Est-ce que les Tonga peuvent exister face à une Irlande à 100% ou pas ? Non, franchement, je pense pas. En plus, au vu de la compo de l'Irlande, ils ont quand même mis une très grosse compo. Les Samoa avaient réussi à les titiller, mais c'était pas l'équipe type. C'était dans des conditions un peu particulières avec de la pluie et compagnie. Donc, non, je pense que ça va être un peu accroché, peut-être la première mi-temps. Et après, ils vont dérouler comme. Leur jeu d'usure va faire effet. Et puis, ils vont dérouler tranquillement jusqu'à la fin du match. Bonus offensif pour l'Irlande ? Ouais, je dirais bonus offensif pour l'Irlande. Charles, on est d'accord ? Intéressant. Non, je pense que. Alors, je vois une victoire de l'Irlande, oui, mais pas bonifiée parce que les Tonga, c'est leur premier match de la compétition, donc ils vont être frais. Ils ont récupéré, donc, en plus des joueurs que tu citais tout à l'heure, ils ont récupéré des anciens All Blacks comme Fekitoa et Charles Piutao qui vont leur permettre de franchir un cap aussi en termes de niveau rugbystique et de gestion justement chez les trois quarts. Donc je pense que ça risque de pas être forcément très serré, mais je vois pas l'Irlande prendre le bonus contre eux. Ah, mais c'est vrai, il y a eu même par exemple George Moala, il a été sélectionné mais suspendu. Il y a beaucoup de bons joueurs du côté des Tonga. Ok, on continue avec, alors malheureusement pour Andrei Gorin et votre droitier dont j'oublie le nom, je suis désolé, la Roumanie affronte l'Afrique du Sud. Joe, ça sent un peu la boucherie malheureusement. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Là, oui, il y aura. Vous avez deux équipiers qui jouent en sélection roumaine, donc je suis désolé de présenter les choses comme ça, mais d'un point de vue neutre, c'est un peu ce qui ressort. Ouais, clairement. J'espère qu'ils vont les emmerder un peu, mais bon, ça me paraît quand même très très compliqué. Là, en plus, ils auront enchaîné du coup 2 gros matchs. Je pense ils se tapent l'Irlande et l'Afrique du Sud pour commencer. Là, franchement, c'est pas un cadeau. Ouais. Les 100 points, Charles, ou pas ? On va dire 90 pour pas dire 100 parce qu'ils sont vaillants les Romains, mais ça va être très très compliqué. Est-ce qu'on peut mettre des pièces à des équipiers quand ils se prennent 80 grains et 100 grains ou bien on n'ose pas ? On peut pas parce que on serait dans la même situation. On peut dire t'as passé une bonne après-midi ou un truc comme ça par message ou on n'ose pas ? Alors, on va peut-être pas tout de suite après le match, on va laisser passer un peu 4-5 jours et après on pourra, juste avant le match d'après, on pourra leur mettre une petite pique. Ouais. Dans 3 mois à l'entraînement, on pourra dire que vous ayez moins les fiers en Coupe du Monde. Très bien. Joe, les 100 points ou pas ? L'Afrique du Sud marque 100 points ou pas ? Non.
82 comme l'Irlande, pas plus. Le match le plus intéressant, le plus équilibré probablement du week-end, c'est Australie face aux Fidji. Moi j'ai trouvé les Australiens intéressants face à la Géorgie, même si les Géorgiens étaient peut-être limités, notamment derrière. On a vu que les Australiens allaient très vite chercher Petaya, etc., Kerevi pour aller faire des différences. Nawaka Nitawaze également. Merci. Les Fidjiens, quant à eux, ont fait un match correct, un bon match face aux Gallois. Ils auraient pu faire encore mieux, mais on a aussi eu un arbitrage, on en a parlé dans Lundi Rugby tous les lundis à 19h sur notre chaîne Twitch, un arbitrage où les Fidjiens ont été arbitrés comme une petite équipe, on va pas se le cacher, notamment une succession de fautes pas sanctionnées dans les 5 mètres. On se demandait quand Matthew Carley allait sortir le jaune. Joe, j'ai déjà eu un petit peu ton avis lundi. Charles, est-ce que tu penses que les Fidjiens vont battre l'Australie et donc se relancer dans la course à la qualif où l'histoire est terminée pour eux? Ouais, moi je vais rester fidèle à mon prono de la semaine dernière où je voyais les Fidji gagner contre le Pays de Galles. Je pense qu'ils sont capables encore de bouger cette équipe d'Australie physiquement et en termes de rugby. Ils l'ont montré contre le Pays de Galles. Même Steve Hansen l'a reconnu, d'ailleurs, ils leur ont volé la victoire. C'est pas moi qui le dis, c'est le coach du Pays de Galles. Mais ouais, je les vois gagner contre l'Australie, justement parce qu'ils ont pris quand même 2 points face au Pays de Galles, qui leur permet encore d'espérer. Et justement, s'ils perdent, c'est fini. S'ils gagnent, par contre, ils peuvent encore se qualifier. Donc c'est tout ou rien pour les Fidjiens sur ce match, et je pense qu'ils peuvent être très dangereux. C'est vrai que j'avais raté le bonus offensif fidjien, bien vu. Ils ont 2 points. Joe, est-ce que tu vois une victoire fidjienne ou la marche est trop haute? Mais je rejoins un peu Charles dans le sens où là ils ont plus le choix, quoi. Ils ont utilisé leur joker. S'ils veulent continuer la Coupe du Monde, c'est maintenant. Donc j'espère aussi qu'ils vont réussir à se transcender et faire un gros match, même si pour moi ça va être encore plus compliqué que contre le Pays de Galles. Allez, on va donner nos pronos. Je vais donner un 32-21 en faveur de l'Australie. Joe, tu vois quoi? Parce que moi je pense que l'Australie est au-dessus du Pays de Galles et ils m'ont assez impressionné sur leur premier match. Leur troisième ligne, Valetini, McWright, Hooper, c'est quand même très fort. À voir si Tate McDermott et Nick White sont pas blessés parce qu'ils étaient un petit peu touchés, mais je pense quand même malheureusement que ça gagne face aux Fidji, mais je supporterai les Fidjiens. Joe, Australie-Fidji, score final. Allez, je vais dire 28-22 pour les Fidji. En tout cas, on voit un match spectaculaire, il ne faudra pas le rater, on sera ensemble sur la chaîne Twitch RMC Sport comme pour tous les gros matchs pour le vivre. Charles, tu voyais peut-être les Fidji, est-ce que tu les mets gagnants? Ouais, 24-21 pour les Fidji. 24-21 pour les Fidji. Enfin bon, t'avais dit pareil. Face aux Gallois, messieurs, on en voit le bout. Pas loin. Géorgie-Australie aussi. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Attends, tu fais tournant du match à la 50e aussi. Ah, avec. T'as été déçu par Nignashvili là? Moi, je l'adore, Nignashvili. Mais... Sur cette action, il m'a déçu. Ouais. Ah ouais, la course à très haute intensité qu'il fait, mais par contre, il lance le ballon en l'air derrière. C'est ça, il se débarrasse du ballon alors que c'est le joueur le plus expérimenté des Géorgiens. C'est dommage. Allez, on va terminer l'émission comme à chaque fois par notre salle de jeu. Je suis désolé, j'ai sur mon téléphone, donc je vais lire sur mon tel. Je vous rappelle le principe, je vous donne la bio d'un joueur mystère. Aussi bien Joachim que Charles peuvent jouer. Dès que vous avez une idée de la bonne réponse, vous la donnez. Et dans le chat également, celui qui trouvera en premier l'identité du joueur mystère repartira avec 50 € de Box Sport. Les gars, vous êtes prêts? Vous êtes rarement terrible à ce jeu-là, donc on va voir ce que ça donne. Ok, il faut donc deviner l'identité d'un joueur en activité qui a une belle carrière internationale. En club, c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'a jamais remporté de titre. Joueur présent lors de la Coupe du Monde, je suis sélectionné avec... l'une des nations majeures capables d'accéder au titre suprême. Joueur véloce, rapide, j'ai de grandes capacités athlétiques. Je suis polyvalent et peux évoluer à plusieurs postes. Messieurs, une petite idée? C'est encore un peu flou?
On n'a pas. Merci. J'ai messieurs. une petite idée, ouais. Ah. Peut-être. Donne ? Penaud ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis notamment champion du monde U20. Boudéan. Et j'ai Ah non. et j'ai déjà remporté le tournoi des 6 nations. Dans ma carrière, je n'ai connu que 2 clubs en top 14. Le rugby est chez moi une affaire de famille, puisque mon frère est également joueur professionnel. Mon frère s'est d'ailleurs incliné face à l'Ogre Hierrois cette saison. Ah bah les gars, ça c'est censé vous aider normalement. Ah, c'est Woki. Et c'est Charles qui l'emporte, ce qui veut dire... Bah, alors, je sais pas, est-ce que je garde le bon d'achat pour moi ? Personne ne l'a trouvé dans le chat. Ou est-ce que je l'envoie à Charles ? Faudra que je m'arrange. Est-ce qu'un consultant a le droit de gagner ? Peut-être. Écoute, bah, Charles... On va s'arranger. Charles, tu vas... écoute, tu remportes 50 € de Box Sport. Bravo à toi. En effet, il s'agissait de Cameron Owuoki. C'est toujours un plaisir de venir. C'était sûr. Bon, écoutez, merci messieurs, bon match. On va basculer de notre côté sur France-Uruguay. Je vais faire un petit point prono en parlant de cote dans quelques instants, sans vous. Et de notre côté, on se retrouve évidemment lundi pour Lundi Rugby, à partir de 19h pour débriefer l'actu du week-end. Et le week-end rugby, c'est tous les jours 2 matchs de l'équipe de France, généralement à 19h. Donc ça peut être le jeudi, ça peut être le vendredi. Et puis ça sera le week-end évidemment pour les phases finales. Merci le chat, vous avez été très nombreux à nous suivre ce soir. De notre côté, on continue évidemment jusque minuit à parler rugby. Merci Joe, merci Charles et surtout, Merci. bon Merci. match face La à victoire. Blagnac. La victoire face à Blagnac, France-Uruguay, je t'avoue, on va gagner, ça va aller. Victoire face à Blagnac, lundi je veux faire un lancement aux petits oignons. Merci les gars, à la prochaine. Merci, à bientôt.